juste une question pour les deux, en fait. L'archéologie et ses méthodes de datation apportent de l'eau à quel moulin? Ou n'en apportent pas? Moi, je commence. Les méthodes de datation auxquelles vous faites allusion, par exemple, à savoir carbone 14, fonctionnent pour des choses beaucoup plus anciennes et ont une marge d'erreur, même quand elles sont bien utilisées, qui est très importante. Donc, du coup, pour là, ce qui va nous concerner, à savoir, est-on passé de l'Antiquité au Moyen-Âge? Non, c'est pas vraiment... on peut pas vraiment s'en servir, quoi. C'est pas. Alors ensuite, l'archéologie en tant que telle, oui, mais alors les méthodes de datation carbone 14, il est bien évident que vous n'allez pas pouvoir dater quelque chose, ce qu'il y ait il y a 500 ans, il y a 1000 ans. Enfin, moi, je pense que c'est pas du tout. Ça nous aide pas dans la. Déjà, de toute manière, le carbone 14 ne date pas les pierres. Les pierres ne sont pas datables. Donc là, au niveau de l'architecture, par exemple, pour trancher sur la question, pour prendre un exemple du Parthénon. Voilà. Mais le problème, c'est que les archéologues eux-mêmes travaillent avec des a priori, des étalonnages, ils fouillent, ils calculent les datations en fonction de la profondeur où ils trouvent des choses, mais tout ça est relatif. Par exemple, en Mésopotamie, un certain Gunnar Heinzson, dont on trouve quelques travaux en anglais, est un historien qui conteste complètement toutes les datations des travaux archéologiques en Mésopotamie. Donc toute datation que produisent les archéologues est contestable. Mais bon, techniquement, moi je ne suis pas capable d'en dire plus là-dessus. Simplement, tout se discute, tout est susceptible d'être remis en question. Effectivement, plein de questions techniques se posent, et moi je suis prêt à changer d'avis si des preuves matérielles, tangibles, indiscutables viennent prouver, par exemple, que le Parthénon. Mais bon, voilà, toutes ces questions techniques sont complexes. Également pour la datation des manuscrits, c'est des questions. Moi, je suis pas qualifié pour répondre, mais je sais en tout cas que beaucoup de questions se posent, que des manuscrits qu'on datait du IXe siècle aujourd'hui sont datés du XIIe siècle. Et j'ai tendance à être d'accord aujourd'hui avec les récentistes comme Fomenko qui disent qu'en réalité, pratiquement, certainement rien n'a survécu qui date d'avant le XIIe siècle. On peut toujours contester, on peut dire par exemple, ouais, mais par exemple Charlemagne, vous savez, prenons Charlemagne par exemple, les preuves, tout à l'heure j'ai dit les preuves. Bon, quelles sont les preuves archéologiques de Charlemagne? Pas grand-chose, mais les preuves littéraires. Il y a une Vita Caroli, une vie de Charlemagne, soi-disant écrite par un contemporain de Charlemagne. Et vous regardez même dans Wikipédia, on vous dit que cette Vita Caroli, elle est écrite par un contemporain de Charlemagne, et le paragraphe d'en dessous, on vous dit, mais ce contemporain de Charlemagne a calqué la biographie de Charlemagne sur celle d'Auguste, écrite par Suétone. Et celui qui a écrit l'article ne voit pas trop comment que les deux choses sont contradictoires. Vous voyez, donc rien n'est matériellement, tout doit être interprété. La seule chose que peut faire l'archéologie en termes de datation, c'est il peut dater par rapport. C'est-à-dire que quand il est sur un chantier de fouille, il peut savoir ce qui est plus ancien par rapport à ce qui est plus nouveau. Donc après, il peut pas dire c'est de telle date à de telle date. Ouais. Et pour ce qui concerne Charlemagne, donc dans la fameuse base de données qui est complètement accessible par Internet, nous avons des chartes et des donations qui sont datées de Charlemagne. Et notamment, il y en a une qui est très intéressante puisque le tout début du règne de Charlemagne, il règne avec son jeune frère qui va mourir après, et donc on a des choses qui sont datées et on voit bien on est en 3 ou 4e année du règne et de Charlemagne et de Carloman, et donc vous avez des chartes attribuées à Charlemagne, sachant que les signatures changent. Donc de toute façon il y a bien un Carolus Magnus qui a signé dans les années où vivait Charlemagne. Ces documents, ils existent d'un point de vue hors littérature. Excusez-moi, c'est pour revenir au problème de la datation. En fait, je ne comprends pas qu'il soit impossible de dater des matières organiques comme les parchemins ou des organifications qui se soient faites sur des pierres qui pu constituer l'acropole. Par exemple, je conçois que la pierre qui servit à fonder l'acropole était travaillée, donc on sort les éléments organiques, les lichens, etc. Mais après, ce lichen va se reformer. Il va bien y avoir des éléments organiques qui vont revenir et qui vont permettre de dater à plus ou moins 100 ou 200 ans. Mais bon,
il y a quand même une certaine précision, a priori, la demi-vie du carbone 14 étant à peu près de 5000, 5500 ans, on doit arriver, en l'état actuel de la technologie, peut-être à faire quelque chose, et je trouve ça bizarre que finalement, scientifiquement, moi je suis scientifique, donc on n'arrive pas à dater assez précisément certains éléments organiques ou ayant pu être contaminés par quelque chose d'organique. Moi, je ne saurais pas répondre à cette question. C'est vrai que c'est des questions qu'il faut poser. Je vous invite à l'approfondir. Mais moi, je n'ai pas la réponse. C'est des questions qu'il faudrait effectivement... Le problème, c'est l'ultrascepticisme, c'est-à-dire qu'il y a certains récentistes qui réfutent absolument le carbone 14 ou la dendrochronologie en disant on peut rien faire. Alors, ils sont pas tous sur cette ligne-là, heureusement. Mais le souci, c'est que c'est tellement spécialisé que de toute façon, on peut toujours dire, écoutez, moi, je ne vous crois pas, parce que quand j'avais fait ma première vidéo sur le récentisme, j'ai un dendrochronologiste qui m'avait écrit et qui m'avait dit que lui, il datait les charpentes des cathédrales dites gothiques et que, on peut savoir quand est-ce qu'un arbre a été coupé. Et comme de toute façon, il va être utilisé tout de suite, quasiment, parce qu'on va pas laisser pourrir l'arbre qui vient d'être coupé. Donc on peut dater par rapport au cerne de l'arbre. Et il disait qu'il avait regardé il m'avait envoyé un dossier. Les dates, ça correspond. C'est-à-dire que la charpente correspond aux dates qu'on donne pour les cathédrales gothiques. Et le souci, c'est que de toute façon, quelqu'un qui est dans une vision hyper critique va vous dire, le problème, c'est que on peut dater les arbres par rapport à un protocole, et ce protocole peut être remis en cause. C'est-à-dire, la démarche hyper critique remet toujours tout en cause. Je veux dire, quelque part, vous n'existez peut-être pas. Peut-être que là, tous les gens qui sont là ne sont c'est mon esprit qui les invente, et en fait, vous parlez dans ma tête. Non, mais je veux dire, je caricature évidemment maximum. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous partez avec une démarche hyper critique, tout peut toujours être remis en cause. Oui, je suis d'accord. Oui, une autre question. Je voulais peut-être juste très brièvement rebondir sur la question de l'intertextualité, parce que effectivement c'est un problème, l'intertextualité. Effectivement, Saint-Augustin probablement n'a pas existé. On est obligé de remettre en question Saint-Augustin si on remet en question, enfin je ne sais plus quel était l'exemple que vous preniez, mais c'est pour ça que dans la démarche récentiste, c'est un petit peu comme si on tire sur un fil. Effectivement, on se retrouve obligé de remettre en question plein de choses. Si Platon date de la Renaissance, tous ceux qui ont parlé de Platon sont forcément postérieurs. Vous voyez, c'est effectivement, c'est pour ça qu'on est entraîné et qu'on est confronté, et qu'il faudrait faire un travail énorme pour effectivement examiner chaque. Voilà, c'est effectivement une question clé, l'intertextualité. Alors les mots mènent aux mots. Donc l'époque, ce que vous appelez la Renaissance, pour moi la Renaissance, c'est l'aboutissement de la pensée scolastique de saint Thomas d'Aquin. Donc on reprend le travail de saint Augustin, justement, cette organisation latine, et la Renaissance officielle, ça c'est cette Renaissance est l'époque médiévale, que l'ennemi d'ailleurs appelle le Moyen-Âge. Voyez, donc cette Renaissance que nous avons connue est en fait la Renaissance du paganisme, qui va entraîner le pourrissement de l'Occident par ce qu'on appelle les 3 R, la Renaissance, la Réforme et la Révolution, que Pie XII appelait la Révolution dite française. Donc, on ne va pas parler de complot, mais on remarque qu'il y a quand même certains éléments qui concordent à penser que, on va dire, l'école gnostique était à l'œuvre. Parce que c'est vrai que la pensée grecque, notamment avec Aristote, était sublime. C'est vrai aussi que ce sont les copistes qui ont permis la transmission des savoirs, notamment les chrétiens nestoriens. Vous voyez ? Bon, voilà. Sur les Médicis, il y a quelque chose d'intéressant aussi quand même. C'est vrai que moi récemment, en creusant cette période de la Renaissance, on tombe quand même, c'est Florence.
À Florence, vous avez quand même une énorme activité. Ces humanistes de la pré-Renaissance, on va dire, et puis de la Renaissance, sont des gens qui sont au service des puissants, qui écrivent Florence va les Médicis vont commanditer une histoire du peuple florentin, on va leur fournir. Puis après, les Romains, vous savez, vous avez une compétition entre les villes. Rome, qui, à partir du moment où les Médicis s'emparent de la papauté, vont aussi avoir besoin de produire leur propre histoire de Rome, et donc on va produire l'histoire de Rome, Tite-Live, etc. Il ne faut pas oublier que c'est l'époque de Machiavel qui a écrit, je cite un peu de mémoire, que le prince, pour gouverner, a besoin d'une histoire qui lui permet de gouverner. Donc l'histoire, l'écriture de l'histoire, on a très bien compris à l'époque déjà que c'est un instrument de pouvoir. Donc la Renaissance, c'est ça. Mais le terme même de Renaissance aussi, il faut aussi se poser une question. Il y a des questions de bon sens qu'il est bon de se poser. Quel sens peut avoir le terme Renaissance pour rapprocher deux civilisations distantes de 1000 ans? Aucun. La Renaissance, ça peut être la renaissance d'une civilisation qui a subi un déclin de 2 ou 3 siècles au maximum. Ça n'a aucun sens sinon. Et c'est ça la Renaissance. C'est effectivement des choses, on retrouve... Il y a aussi un élément qu'il faudrait apporter, ajouter, c'est la peste noire. Vous avez juste avant la Renaissance la peste noire. C'est un traumatisme. Peut-être qu'il y a eu des cataclysmes également astronomiques, on ne sait pas trop. C'est la thèse des catastrophistes, dont certains sont aussi récentistes. Donc il y a eu un déclin, on ne sait pas trop. Il y a eu la peste, il y a eu plein d'autres choses. Peut-être que ce traumatisme a créé aussi une sorte de trouble de mémoire. On ne sait plus très bien de quand datent les choses. Cette période heureuse qui était lointaine, peut-être qu'elle était lointaine de 10 siècles plutôt que de 3. Il y a probablement une sorte de trouble de mémoire collectif qui fait que lorsque la civilisation renaît, on a envie d'imaginer que c'est la renaissance de quelque chose qui est très lointain. J'ai pas mentionné aussi l'aspect économique, mais ça c'est très très clair lorsqu'on voit le travail de certains humanistes. Plus un manuscrit est vieux, plus il se vend cher. Il y a un marché extrêmement lucratif des œuvres antiques qui se met en place. On dit que Poggio Brassolini, qu'on soupçonne d'avoir fabriqué Tacite, s'est acheté une villa à Florence avec un seul manuscrit de Tite-Live. Les manuscrits, les souverains les achètent. Poggio Brassolini a passé 4 ans aussi en Angleterre au service d'un seigneur dont il a enrichi la bibliothèque. Tout ça, il y a des quantités colossales d'argent qui sont en jeu, et on imagine quand même assez bien que ça attire de sacrés faussaires. Donc il ne faut pas oublier cet aspect-là. Il y a l'aspect politique, l'aspect économique, il y a cette espèce peut-être de notion vague des siècles qui ont passé. Donc la Renaissance, on va repousser l'Antiquité de plus en plus loin. Donc c'est pour ça que je dis il ne faut pas voir ça comme un complot. Il y a eu probablement au niveau des Médicis une sorte de détermination à se fabriquer une antiquité, mais il y a bien d'autres choses en jeu. Il y a plein d'éléments. Un élément intéressant, par exemple, qui permet aussi d'éveiller des soupçons. Ce qu'il faudrait, ce que j'espère avoir peut-être fait, c'est éveiller quand même quelques soupçons, quelques doutes. Et puis les doutes, il faut les éclaircir. Je vais essayer d'en susciter un autre. Jules César. Beaucoup de gens pensent que c'est pas, et depuis très longtemps, depuis plus d'un siècle, on soupçonne que ce qu'a écrit Jules César ne peut pas être de l'Antiquité. Le mot César, si vous cherchez dans Wikipédia, on vous dira 2 étymologies. Le problème, c'est qu'elles sont contradictoires. Ça ne peut pas être les deux à la fois. On vous dit, premièrement, c'est Jules, César, son surnom, César, son cognomen, qui est devenu, de manière, on ne sait pas trop pourquoi, un titre impérial. Auguste s'est appelé Auguste César, et tous les empereurs se sont appelés les Césars. On a écrit la vie des 12 Césars. Pourquoi le nom d'un général romain qui n'était même pas empereur est devenu un synonyme de empereur? Mystère. Et puis on vous dit par ailleurs que César est le même mot que tsar en Russie, et que Kaiser, et on vous dit que tsar est un mot slave. Voilà. Donc la théorie de Fomenko à laquelle j'adhère aujourd'hui, c'est qu'en réalité Rome s'est inventé un Jules César parce que Rome a voulu reprendre à son compte, usurper le passé impérial qui en réalité était le passé de Byzance, dont le nom slave était Tsargrad, c'est-à-dire la ville du tsar, la ville de l'empereur. Et donc Byzance, qui à un certain moment, et si on pouvait mettre la carte qui est juste avant, qui à un certain moment était le centre d'un empire qui allait
encore avant, il y a une carte voilà, celle-là, voilà. Byzance, vous voyez où c'est détroit de Bosphore. Vous aviez un empire qui allait en Italie, en Europe, et Kiev, qui était le berceau de la Russie, était dans l'ère d'influence de Byzance. Il y a un truc très important aussi qui permet de comprendre qu'il y a un problème dans la chronologie. Lorsque les Romains ont inventé l'Antiquité, ils se sont inventés un passé glorieux, mais ils ont trouvé un malin plaisir en même temps à dire que pendant que nous étions civilisés et nous habitions dans des villes, les Germains, eux, étaient des barbares en peau de bête. D'accord ? Et du coup, curieusement, la chronologie des Germains n'a pas été modifiée. Elle est correcte. Les Germains, ils accèdent à la civilisation vers l'an 1000. Et comme les Russes, la Russie officiellement se fonde à peu près, la civilisation russe naît au 9e siècle. Donc comment voulez-vous imaginer qu'au 9e siècle, la Russie émerge seulement à la civilisation, alors que Byzance est déjà un empire depuis un millénaire et demi? C'est impossible. C'est pas possible. On est prêt. Kiev et Byzance, c'est proche. Ce qui se passe, c'est que cette modification de la chronologie n'a pas affecté la Russie ni les Germains, pour des raisons en particulier de cette guerre culturelle, c'est-à-dire que les Italiens voulaient dire oui, nous on a une antiquité très ancienne, mais vous les barbares germains, non, vous êtes effectivement arrivés, voilà, mais on arrive à un paradoxe. Qui est que quand vous apprenez l'histoire de l'Empire romain, on vous dit que voilà, au-delà du Rhin, c'est les barbares, et ailleurs, c'est les Romains civilisés depuis. Ça n'a aucun sens, c'est pas possible. Le Rhin ne peut pas comme ça créer une barrière. Vous voyez, vous avez le Rhin qui matérialise en quelque sorte un décalage de 1000 ans. Vous avez entre Kiev et Byzance un décalage de 1000 ans, plus 1200, 1300. C'est impossible. Kiev, il faudrait que je vous le situe. Ça aussi, ça montre qu'on ne modifie pas toute la chronologie. Il y a des régions qui ont une chronologie beaucoup trop ancienne et d'autres qui ont une chronologie relativement correcte. Et c'est pour ça qu'on observe des décalages. Donc, selon la vision de Fomenko, qui, à mon avis, bouleverse effectivement totalement non seulement le temps, mais l'espace, on a un empire centré à Byzance qui a duré très très longtemps, qui avait dans son aire d'influence Rome, l'Italie, probablement beaucoup plus loin. Alors, Fomenko, à mon avis, effectivement, fait preuve de chauvinisme russe en prétendant qu'en réalité, Constantinople, Byzance, est déjà une antenne d'un empire centré en Russie. Là, je pense qu'il se trompe, et cet empire centré en Russie, il le fait quasiment, il le transforme en empire mondial. Là, je ne comprends pas très bien comment il va jusque-là. Mais l'idée que Byzance est le seul vrai empire romain, qui, après son déclin, après les croisades, parce que les croisades, c'est quand même l'Europe occidentale qui va détruire Constantinople, prioritairement, il faut quand même voir les faits. Les croisades, c'est Rome, les Francs qui s'attaquent à Constantinople. Enfin, il y a quelque chose de... Ils s'attaquent aux Turcs, mais ils détruisent Constantinople. Constantinople est en déclin à partir de là, et toute l'Europe occidentale se partage les restes de cet empire et se disputent pour créer un nouvel ordre européen. On peut véritablement parler d'une guerre pour établir un nouvel ordre européen avec les Français et les Anglais qui se chamaillent. Ça me donnera la guerre de 100 ans. L'Allemagne et l'Italie également. Et donc Rome, à la Renaissance, à travers, dans une situation très particulière, parvient d'une certaine manière à s'inventer un passé glorieux et à usurper le centre de l'Empire romain. Et il faudrait aussi s'intéresser au nom même de Rome, et puisque les Byzantins s'appelaient les Roumis, même les Ottomans après l'empire qu'ils créeront en Turquie, ça sera le sultanat de Roum. Donc le terme romain lui-même, au départ, désigne effectivement Byzance. La langue, vous avez la Roumanie pas très loin, bon, ça c'est une question un petit peu compliquée que j'ai pas complètement éclaircie, mais il y a quelque chose, il y a véritablement une usurpation, et là on pourrait parler effectivement de complot parce que ça se passe quand même à un niveau politique très puissant, centré sur Florence et sur Rome. Pour revenir à la fois à la question et à ce que vous disiez, donc que César, dans la guerre des Gaules, qui écrit quand même à la troisième personne alors que c'est censé être lui, magnifie ce qu'il fait et
et en rajoute et fasse une espèce de propagande, je veux bien. Mais en tout cas, ce qu'il est sûr, c'est un documentaire qui est sur Internet, sur les Gaulois, c'est qu'il est évident qu'à un moment, il décrit un oppidum bien particulier avec une construction qu'on n'avait pas retrouvée jusque-là, avec une histoire de remblai. Vous avez un mur, à l'intérieur, vous mettez de la terre, et pour qu'il tienne, vous faites passer en quinconce des bûches. C'est très précisément décrit dans César, et ça n'a été redécouvert qu'avec la folie des fouilles archéologiques de l'Empire. Donc ça a dû être redécouvert du Deuxième Empire, hein, donc celui de Napoléon III. Donc dans les années 1860, et on a très exactement découvert en creusant cette formation exactement dans la manière dont nous le disait César. Donc là, on a quand même une preuve matérielle qui montre bien que César a bien été en Gaule. Alors qu'est-ce qu'il y a fait exactement? Est-ce qu'évidemment il ne caricature pas les modes de vie des Gaulois et des Germains? Ça me paraît évident, mais je veux dire oui, c'était d'Ortiguet disait que il avait lu César et que ça lui paraissait un romain très scolaire. D'accord, il a la capacité, alors qu'il a fait du latin seulement à l'école primaire et secondaire, de dire que ça lui paraît du latin très très scolaire. C'était complètement idiot comme remarque. Ensuite, oui, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que le récentiste veut absolument tout bouleverser, soi-disant pour remettre des choses en place, alors que grosso modo, malgré évidemment encore des interrogations, et puis heureusement qu'il y a encore des interrogations en histoire, sinon on s'y intéresserait pas. Enfin, on fera autre chose. Quelque chose qui fonctionne parfaitement. C'est exactement comme les Lumières qui ont eu besoin d'inventer une obscurité médiévale pour dire qu'ils étaient dans la lumière. Donc là, ils disent on n'a pas de carte, ou alors ils font des assertions en grossissant le trait, tel que Pierre d'Ortiguet. 80% des archives allemandes sont fausses, à savoir lesquelles précisément, comment ça se place. Et donc ils disent on a quelque chose qui fonctionne, une chronologie entre guillemets pour. Je parle pas de la haute antiquité. Là, évidemment, il peut y avoir des problèmes, des truchements, mais pour ce qui concerne une continuité, parce que pour ce qui concerne l'Europe avec Rome et ensuite, l'Europe occidentale, on a une continuité de population, donc une transmission. On n'a pas eu de coupure, on n'a pas eu de grande invasion. On est resté. Il y a eu la mise en place de l'Église, et qui de toute façon a construit ces églises, par exemple, sur des temples romains qui étaient eux-mêmes des temples celtes et qui ont toujours été des lieux de prière. Donc il y a une espèce de construction comme ça dans le temps qui met une transmission. On a des choses qui fonctionnent. Donc oui, en 1204, Constantinople s'est fait attaquer par les croisés, puisque les Francs voulaient faire une croisade et que ils devaient beaucoup d'argent aux Vénitiens, et les Vénitiens ont monté un coup avec un des rois byzantin qui avait été écarté en fait du trône, et ils lui ont dit, ce roi a promis aux Francs et aux Vénitiens qu'il les paierait s'il les aidait à les remettre sur le trône. C'est ce qui se passe, et ensuite il a jamais voulu payer, d'où la prise de Constantinople. Donc la prise de Constantinople, c'est-à-dire des Francs chrétiens qui vont attaquer une ville chrétienne, s'explique, on en a des traces, ça fonctionne parfaitement. Et donc après on dit oui, mais alors c'est bizarre. Bah oui, c'est bizarre en fait, j'ai l'impression que les récentistes, ils viennent d'ailleurs, ils ne veulent pas étudier l'histoire, ils ne veulent pas se plier à la discipline. Moi, je ne me permettrai jamais d'aller critiquer une autre discipline qui n'est pas la même, à savoir la physique, à savoir les mathématiques, sans au moins essayer de faire l'effort de m'intéresser à savoir comment est-ce que ça fonctionne. Et il dit voilà, c'est bizarre, on comprend pas. Bah écoute, si tu comprends pas, tu étudies, et puis ensuite tu viendras nous dire ce que tu comprends pas. Donc tout ce que j'ai lu dans le récentisme, ce qui est traduit, parce que évidemment je ne lis pas non plus l'allemand ni l'anglais, tout comme vous, est complètement en opposition avec ce que j'ai moi vu dans les archives, sur le terrain, et ce qu'on étudie en histoire, évidemment, en histoire de l'art aussi. Je vous signale que la cathédrale de la basilique de Vézelay, elle tient sur une crypte avec des fondations carolingiennes. C'est-à-dire qu'à un moment, ça peut quand même servir de métaphore, si vous enlevez la crypte carolingienne, la basilique de Vézelay, elle se casse la figure.
Donc elle n'est pas construite sur rien. Je veux dire, les civilisations, elles mettent du temps à se mettre en place et on peut pas, en 150 ans, devenir une civilisation brillante. Il est évident que il faut un temps pour que ça mature. Et ensuite, qu'il y ait une civilisation entre guillemets avancée, c'est-à-dire d'un point de vue technique, qui construit des bâtiments et qui laisse des traces, à côté d'une civilisation qu'on considère comme primitive, c'est-à-dire qui est encore dans un mode de vie qui n'est pas celui de ceux qu'on dit qui sont avancés, ça peut complètement cohabiter. Enfin, je vois pas le problème. Je veux dire, vous allez dans des pays du tiers-monde, vous avez des espèces de centres-villes ultra modernes avec des bâtiments sur je sais pas combien d'étages, vous faites 40 km et puis il y a des chèvriers qui vivent comme ça dans des espèces de petites bâtisses, peut-être même dans des maisons en bois et qui ne laisseront aucune trace. Donc je ne vois pas on peut totalement faire coexister à très peu de distance des civilisations dites avancées avec toute une infrastructure qui va laisser des traces pour le futur et à côté qu'il y a encore des gens qui aient un mode de vie traditionnel. Ça coexiste encore aujourd'hui et ça pouvait totalement coexister. Surtout il y a quand même aussi une idée de qu'est-ce qu'une civilisation brillante, quoi. Parce que les Germains ne construisaient peut-être pas ni de Colisée ni d'acropole qui a été construite là, mais la civilisation romaine s'est quand même bâtie sur l'esclavage. Donc après, on pourrait aussi savoir qu'est-ce qu'une civilisation avancée, qu'est-ce qu'une civilisation brillante. Je veux dire, les Qataris sont en train de construire des bâtiments de je sais pas combien de mètres de haut qui sont à la pointe de la technologie. Va-t-on ranger les Qataris dans une civilisation avancée ? La question reste ouverte quand même. Alors, moi, j'aurais aimé revenir à Charlemagne un petit peu, parce que je me suis un peu penché sur la question également. Et dans pas mal d'ouvrages sur Charlemagne, même de manière assez générale, on a l'impression qu'on sait un peu tout ce que Charlemagne a fait. Il y a même certains ouvrages assez drôles presque, où on sait ce que Charlemagne a mangé au petit déjeuner tel jour, on sait comment il était habillé, de quelle couleur étaient ses vêtements. Alors ça c'est très drôle. Bon, par contre, dans ces ouvrages, il n'y a pas de source en général. Quand on veut les sources, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Mais ce qui est quand même assez particulier avec Charlemagne, c'est que bon, on se demande un petit peu d'où il sort. Avant lui, on a l'impression que bon, c'était quand même c'était des petits royaumes. Bon, les mecs entre frères, entre cousins, ils se faisaient un petit peu la guerre. La France, elle était coupée en tout un tas de provinces. Il arrive. Il conquérit l'Europe quasiment du Portugal à l'Ukraine, et puis après lui, hop, c'est pareil, ça redevient des petits royaumes. Donc il y a une histoire de continuité aussi. Les empires, ça se construit pas en 5 minutes, et puis ça disparaît pas en 5 minutes. Comment au niveau, ne serait-ce qu'au niveau administratif, comment on concilie les administrations de dizaines, voire peut-être même de centaines de provinces sur l'espace de l'Europe, comme ça en quelques années. Visiblement, ça tient la route. Charlemagne est empereur de l'Europe, et puis hop, Charlemagne disparaît, et puis il n'y a plus d'empire de Charlemagne. Et je me pose quand même beaucoup de questions. Et puis, il y a aussi au niveau des réalisations, quand on regarde les châteaux de la Loire, voilà, on sait qui a construit ces châteaux, on a des traces. Charlemagne, il est empereur de l'Europe. Qu'est-ce qu'il construit? Qu'est-ce qu'il laisse? La basilique d'Aix-la-Chapelle, elle a été construite, elle a été finie au XIIe ou au XIIIe siècle, je crois. Qu'est-ce que nous laisse Charlemagne, finalement? Qu'est-ce qu'il a construit? Est-ce qu'il a construit des routes? Est-ce qu'il a construit des églises? Est-ce qu'il a construit... J'ai beaucoup de problèmes avec ce personnage. Voilà. Merci. Oui, mais c'est le type de question, effectivement, qu'il faut se poser. Et il faut faire confiance à son bon sens. C'est vrai qu'il y a des questions de bon sens qu'on évite de poser parce qu'elles déstabilisent un peu, mais quand on les pose, on est entraîné, effectivement, à en poser d'autres. Et puis moi, là, j'ai pas de réponse particulière, mais effectivement, c'est une des questions que je me suis posée, ouais, tout à fait. Hein. On a des empires qui naissent, qui disparaissent, et puis on a des personnages dont la biographie ressemble à des doublons, comme je le disais, la biographie de Charlemagne, qui ça d'ailleurs s'appelait Auguste, hein, aussi, Charlemagne Auguste, Charles Auguste.
dont la biographie est un calque de celle d'Auguste. Voilà, il y a des doublons aussi, c'est quand même un élément intéressant et intriguant. Vous avez Constantin aussi. Constantin est un autre personnage qui est curieux. Constantin qui va combattre son concurrent Maxence pour s'emparer finalement de la partie orientale de l'Empire et fonder Constantinople. Et il part en guerre sous le signe de la croix. Quelque part, il ressemble un peu à un croisé. À mon avis, il a été inventé à l'époque des croisades. Il y a des tas de personnages, quand on creuse leur biographie et quand on s'interroge, quand on se demande sur quoi elles reposent, effectivement, on se pose des questions. Enfin, c'est une des types de questions qui mènent à s'intéresser au récentisme. Alors, sur Charlemagne, de toute façon, il me semble qu'il y a quand même, alors dans l'histoire, beaucoup d'exemples d'empires qui ont été fondés très très rapidement sur les armes. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'Alexandre le Grand, ça n'existe pas, que les invasions musulmanes en 30 ans, ça n'existe pas. C'est-à-dire que toutes les histoires où un roi conquiert très rapidement un empire n'existent pas. Donc moi, je vois pas en quoi ça vous pose un problème. Et il est bien évidemment évident que quelque chose qui a été conquis aussi vite se perd aussi évidemment de la même manière très très vite. Et ensuite, alors remettre en question l'idée d'un espèce de roi surpuissant tel qu'on l'imagine aujourd'hui, ça oui, je veux bien. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a un problème sur les mots. C'est-à-dire que quand on dit roi, empereur, il était peut-être, je veux dire, à l'époque, il était le chef de tribus barbares et il n'avait pas un empire tel qu'on l'a imaginé. C'est exactement pareil qu'il ait existé ou pas. Le roi Salomon dans la Bible, qui est décrit comme un espèce de super roi, machin et tout, on sait que si vraiment il a eu un château, c'était absolument minuscule, quoi. C'était vraiment un tout petit roitelet. Et il est bien évident que ceux qui ont ensuite écrit les chroniques en ont fait le roi des rois. D'accord. Donc qu'on ait à travers les chroniques une espèce de vision faussée, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un espèce d'empereur surpuissant. Je veux bien, mais en quoi ça prouve que Charlemagne n'a pas existé? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait des récentistes qui fassent le travail, qui viennent se mettre à notre niveau, nous, historiens. Moi, je vous présente, par exemple, des chartes et des documents qui datent de Charlemagne, qui sont signés par Charlemagne. Vous m'expliquez qui c'est qui les a signés? Peut-être qu'on pourrait on a des sceaux qui sont gardés, hein. Alors, c'est Carolus Magnus avec l'espèce de K là, comme ça, il signe avec c'est Carolus avec un K. Voilà, alors qu'il n'ait pas été le roi du monde ou l'empereur que ensuite les chroniqueurs ont voulu nous faire croire qu'il était. C'est une chose. De toute façon, il se voulait le descendant il se mettait dans la droite ligne des empereurs romains. Hein. C'est bien pour ça qu'après il y a eu le Saint-Empire romain germanique. Et il n'y a pas de problème. Je vois pas en quoi ça voudrait dire que Charlemagne n'a pas vécu ou que c'est l'an 800. Et alors ça, c'est une querelle qui date de très très longtemps. En fait, l'histoire de Charlemagne, ça remonte aux humanistes, parce que les humanistes du XVIe et XVIIe siècle voulaient absolument mettre l'histoire dans un roman national. Et le problème, c'est que Charlemagne, ayant un empire qui est à cheval sur plusieurs, aujourd'hui, constructions nationales, ça lui posait un problème. Ça leur posait un problème. Donc, c'était de savoir, est-ce qu'on fait rentrer Charlemagne dans l'histoire de France? Est-ce qu'on fait rentrer Charlemagne dans l'histoire d'Allemagne? Alors qu'un historien sérieux va vous dire, de ce qu'on sait, l'empire de Charlemagne était sur un espace qui a été divisé depuis, puisqu'il a eu 3 enfants et qu'il y a eu la Lotharingie au milieu et une partie qui est devenue une partie de la France et une partie qui est devenue l'Allemagne. Sur Charlemagne, il y a une comparaison intéressante. Alors, selon François de Sart, hein, qu'il faudrait lire quand même, il a introduit, il a présenté les récentistes allemands. C'est intéressant, mais il faut aussi voir les vidéos de Fomenko. Hein. Il y en a une dizaine ou une douzaine disponibles en français. Il y en a qui sont un petit peu... mais bon, c'est intéressant. François de Sart dit que Charlemagne aurait été inventé par Othon III, ou la dynastie des Othon III, 300 ans peut-être après. Alors, c'est tout à fait crédible parce on connaît un précédent tout à fait identique. Aujourd'hui, tout le monde admet que Salomon, le roi, n'a pas existé, tout simplement, et qu'on a inventé le royaume de Salomon, qui avait les dimensions d'un empire, simplement au moment où on essayait de créer cet empire. Donc on invente un précédent pour légitimer un projet politique.
Hein, donc Othon III avait le projet de créer l'Empire, et donc il a inventé Charlemagne comme précédent. C'est toujours plus facile de légitimer son pouvoir quand on le présente comme la restauration de quelque chose qui a existé. C'est ce que fait Israël depuis toujours. Hein, donc c'est pas nouveau, puisque dans la Bible, ça c'est assez facile à démontrer que... Donc, mais bon, je pense que François de Sart, enfin non, ça c'est pas François de Sart, c'est les récentistes allemands que François de Sart présente. Mais Othon III, probablement, il rentre dans ces siècles qui eux-mêmes n'ont pas existé. Donc, mais ce type de principe, on invente un précédent à un projet politique. Hein, dans la Bible, vous retrouvez ça beaucoup. C'est le principe de la prophétie. Vous inventez un précédent et puis vous inventez en plus la prophétie de la restauration de ce précédent. Et puis voilà, comme ça, vous êtes bien préparé pour créer votre projet politique. Hein. C'est une manière de... Tout ça tombe complètement parce que tout le XXe siècle a été l'histoire sur la lancée de Marx, hein, donc pas vraiment ma tasse de thé, mais tout ce qu'on a appelé le matérialisme historique, c'est-à-dire que d'un coup, on s'est mis à s'intéresser à l'histoire des monnaies, à l'histoire des comptabilités, à ces histoires du temps long. Donc il ne travaille pas sur ces périodes, mais c'est vraiment tout ce qui a été mis en place par Fernand Braudel. Et tout ce matériel, il existe. Vous pouvez pas, comme ça, le mettre sur le bord de la table en disant ça n'existe pas. C'est-à-dire que Charlemagne ou pas Charlemagne, pendant ce temps-là, on a des bâtiments qui se construisent, on a des gens qui vivent, on a quand même, alors on va vous dire, on a peu de traces. Moi, je veux bien qu'on ne sache pas exactement ce qui s'est passé dans ces périodes par rapport à des périodes plus récentes. Ça me semble évident parce que le temps passe et puis en plus on construit sur. Quand vous avez des gens qui vivaient là, enfin les gens vivent là, donc ils construisent dessus. Donc évidemment, il y a toujours on détruit par notre habitat aujourd'hui. Vous êtes bien d'accord qu'ici, Marseille ressemble plus au Marseille du XVIIe siècle. Et pourtant, Marseille existait au XVIIe siècle. Je veux dire, on a changé les bâtiments, changé l'organisation des rues parce qu'on continue à vivre. Donc, cette vie-là, depuis ces périodes aussi reculées qui ne le sont pas tant que ça, en fait, elles existent. Vous pouvez pas l'enlever. C'est complètement aberrant et je n'ai jamais rien trouvé dans les matériaux, la somme de matériaux et tous les travaux d'historiens. Ici, pourtant, j'ai lu, ayant beaucoup travaillé sur des historiens extrêmement à l'extrême gauche et compagnie, donc c'est vraiment pas du tout idéologiquement là où je me situe, mais on peut pas remettre en cause le travail qu'ils ont fait sur les monnaies, tout ça. Il y a rien qui vient, moi je trouve qu'il y a rien de convaincant chez les récentistes qui vient remettre en cause, pour la partie que je connais, alors pour l'Empire byzantin, je ne sais pas, qui vient remettre en cause cette chronologie. Et de toute façon, on l'a un peu comme ça enlevé d'un revers de la main, mais l'idée que les jésuites aient pu créer la chronologie des Chinois, c'est stupide. Et ensuite, tout le monde partout se serait trompé. C'est-à-dire que les musulmans se sont trompés dans leur chronologie, les chrétiens se sont trompés dans leur chronologie, les Chinois aussi. Les correspondances qu'on a, je vous signale qu'on a des correspondances. On sait que Charlemagne a eu des correspondances avec le calife. Donc alors ça c'est pas possible et on sait où est-ce qu'ils se sont arrêtés, on a les traces parce que le voyage. Donc tout le monde se trompe tout le temps, ou alors il y a un complot. Enfin ça n'a pas de. Le récentisme fait poser beaucoup de questions parce que ça les amuse et au final une fois qu'on sort de là, on sait plus où on en est, on sait plus qu'est-ce que ça sert. Il y a pour l'instant rien, même sur on va dire l'hypothèse la plus minimaliste de 300 ans, il y a rien de reconstruit qui tient la route, qui est valable. Avez-vous lu Fomenko? Comment? Avez-vous lu les œuvres de Fomenko? Non, j'ai pas le temps. En fait, je travaille. D'accord. C'est-à-dire que vous avez Fomenko, le mec qui est en Russie, et puis vous avez des gens qui vont dans les archives. En fait, moi, je me déplace beaucoup pour aller dans les archives et lire les historiens. Voilà, j'aimerais faire une petite remarque. Donc moi, je connais Fomenko parce que j'ai une formation scientifique et j'ai regardé déjà les preuves qu'ils avançaient. Et je pense que c'est de là qu'il faut partir, c'est-à-dire le récentisme et toutes les histoires différentes.
Il faut partir de la base. C'est Fomenko qui découvre que les éclipses lunaires ne sont pas en accord avec les écrits historiques et que la mécanique céleste et ce qui est écrit dans les écrits historiques, ça tombe pas juste. Et leur démarche, elle est parfaitement honnête. Après, je suis d'accord qu'il y a deux parties dans l'histoire. Il y a la partie déconstruction de l'histoire et avec des preuves, tout ce qu'ils peuvent trouver, et ensuite la reconstruction de l'histoire qui est plus sujette à subjective. Elle est subjective, il est russe, peut-être effectivement il a tiré de son côté la reconstruction de l'histoire. Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je vous encourage à regarder la datation des horoscopes égyptiens de Fomenko. Il le donne gratuitement en anglais sur Internet. Là, vous voyez, il vous présente les monuments égyptiens qu'ils ont trouvés avec les horoscopes qui sont gravés dans la pierre, dans le métal. Il y en a certains qui sont au Louvre, à Paris. Et ensuite, ils font une analyse donc de la position des planètes. Et c'est tout à fait honnête. C'est-à-dire, ils prennent le lecteur par la main et ils disent qu'est-ce que vous en pensez de ce personnage-là. Nous, on pense que ce personnage-là représente Mercure. Il a un bâton. Ensuite, il donne bien évidemment beaucoup de références là-dessus pour guider ça. Et ensuite, on arrive à positionner les planètes dans la ceinture zodiacale du zodiaque. Et ça, aujourd'hui, avec un ordinateur, ça donne des dates exactes. Et à la fin de ce livre-là, ils obtiennent une dizaine de dates possibles pour ces monuments-là de l'Égypte antique, soi-disant, et qui sont entre 1400 et 1800. Et donc, j'avais pas de questions précises, désolé, c'est vrai, c'était plus une remarque, mais c'était de partir sur... si ça intéresse des gens, il faut pas oublier que c'est un mathématicien et qu'il a amené des preuves mathématiques et des choses un peu plus concrètes que si oui ou non Charlemagne a existé, etc. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont reconstruit l'histoire à partir des preuves qui pensaient être justes et pas falsifiables. Ouais. Pour apporter une précision sur le fait que Fomenko est mathématicien, effectivement, mais il fait remarquer, il dit de manière un peu provocatrice, les historiens ne savent pas ce qu'est l'histoire, parce que il fait remarquer que les historiens n'ont jamais contribué à construire la chronologie. Les historiens du monde entier adoptent cette chronologie et ne la remettent jamais en question. Et si on la remet en question, ils commencent à paniquer. Et c'est normal, parce que la chronologie, c'est l'ossature de l'histoire. Pour nous, l'histoire, c'est des dates. On aime bien un événement, savoir à quelle date précise il s'est placé. Et lorsqu'on modifie la chronologie, là, on se sent perdu. Mais les historiens sont comme le profane à ce niveau-là. Ce ne sont pas eux qui ont construit la chronologie. Les mathématiques ont toujours eu les mathématiciens ont toujours eu un rôle très important. À la Renaissance, c'est pas simplement par une démarche historique qu'on a construit cette chronologie. C'est par une démarche mathématiques en grande partie. Et les techniques de datation non plus, les historiens n'y sont pour rien. Ils les utilisent telles qu'elles sont. Hein, d'accord. Donc l'accusation qu'on lance à Fomenko en disant c'est pas un historien, c'est un mathématicien, n'a pas beaucoup de valeur de ce point de vue-là. Hein. Les mathématiciens n'ont jamais... ce ne sont pas eux qui ont construit cette chronologie. Ils ne font que l'utiliser et ils y mettent leur foi pour des raisons qui ne sont pas forcément très bonnes. Voilà, hein. Ça, je pense que c'est un point important parce qu'on dit, ouais, Fomenko, c'est ce que les historiens disent, c'est toi, t'es pas historien, tais-toi. Hein, voilà, Fomenko a une réponse à ça. Est-ce que vous faites, par exemple, allusion à ce tableau qui nous est présenté, donc qui vient d'un livre de Fomenko où il explique donc cette histoire d'hypothèse des temps fantômes avec des règnes. Alors là, c'était des règnes de rois mérovingiens puis carolingiens qui correspondent à peu près en année à des règnes de rois. D'empereurs byzantins qui sont complètement falsifiés. C'est-à-dire qu'en utilisant la chronologie officielle, à savoir Wikipédia, je pense que plus officiel on meurt, il était évident que ce truc était complètement bidon, qu'il manquait des gens et que quand on regardait, on n'avait plus du tout le même truc. Donc le moment où je me suis dit je vais m'intéresser à Fomenko, le premier truc sur lequel je suis tombée, c'était un mensonge. Moi, quand on me ment, oui, mais vous ne l'avez pas trouvé chez Fomenko, puisque vous n'avez pas lu Fomenko. Vous l'avez trouvé sur une critique. Je sais que vous avez trouvé ce tableau que vous avez montré dans votre vidéo. Non, il est chez François de Sart. Donc ça veut dire que François de Sart... Vous avez sorti dans votre dernière vidéo un tableau que vous avez extrait d'une critique des récentismes. C'est pour ça que je me suis permis de montrer ça. C'est un travail, ce travail de statistique sur les textes est extrêmement complexe
Il y a des aspects, moi, que je trouve pas convaincants du tout. Par exemple, lorsqu'il s'intéresse à Jésus, pour moi, la biographie de Jésus tient la route et ces rapprochements ne sont pas convaincants. Puis il y a d'autres choses qui sont très convaincantes. C'est un outil, c'est une méthode qui vient en complément d'autres choses. Évidemment, on peut caricaturer en prenant un petit tableau et dire ça tient pas la route. Mais non, voilà, il ment. C'est pour ça que j'ai voulu mettre cet exemple qui, lui, vient effectivement d'un livre de Fomenko, puisque ce que vous aviez montré dans votre vidéo ne venait pas d'un livre de Fomenko. C'était François de Sart qui citait, c'était en François de Sart, le tableau. Il était bidon, c'est bidon, je veux dire. Fomenko ment, je veux dire, c'est complètement délirant. C'est pas moi. Mais le seul tableau qu'on me donne, il ment. Mais vous ne l'avez pas tiré de Fomenko. Pourquoi dites-vous Fomenko ment? Vous n'avez rien lu de Fomenko? Vous jouez sur les mots. Attendez, alors dans ce cas-là, François de Sart ment. Donc François de Sart, qui est notre référence française pour le récentisme, ment. Donc c'est-à-dire que le type qui nous présente les Russes, tous les gens qui sont là, il y en a quand même très peu qui ont été lire Fomenko en anglais. Ils ont lu François de Sart. Regardez ces vidéos en anglais, en français. Il y a une quinzaine de vidéos de Fomenko. Je les ai toutes regardées. Bonjour. Il y en a des scientifiques dans la salle, donc c'est très bien. Je voudrais savoir, parce que je viens plus de la culture islamique, j'y connais rien en histoire, attention. Je n'essaie pas de faire un exposé ni quoi que ce soit du genre. On sait que dans le Coran, il y a une des causes de la révélation est la mort du fils du prophète, qui était avant l'Hégire. Et au moment de sa mort, il y a eu une éclipse de soleil. Donc je ne sais pas si on peut retrouver sur la Mecque, historiquement, toutes les éclipses solaires. Je ne sais pas si c'est faisable. Donc, oui, c'est faisable. Ça pourrait valider ou invalider, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que elles sont toutes les 300 ans. Oui, non, mais alors je vais répondre. Le souci, c'est il y a deux types de textes. Vous allez avoir un contemporain qui a vu une éclipse, d'accord. Donc là, on va pouvoir savoir d'où elle est. Mais en fait, un des soucis de Fomenko, et c'est bien pour ça, et c'est pas le fait qu'il soit pas historien, c'est le fait qu'il n'arrive pas à intégrer ce que c'est. Comment est-ce qu'on fait de l'histoire? C'est que vous avez dans certains textes des gens qui vous font des calculs. Mais si ces calculs sont erronés, eh ben l'erreur se déplace. Et c'est sûr qu'ensuite, quand on arrive aujourd'hui et que on prend par exemple des gens qui sont des alchimistes ou des astronomes médiévaux, ils n'ont vous faire la différence entre un texte de quelqu'un qui dit j'ai vu une éclipse en telle année ou j'ai vu passer une comète en telle année, à des gens qui au Moyen-Âge, en se basant sur des textes plus anciens, font des calculs et ils estiment que telle année, il y a dû avoir une éclipse. Ça peut être complètement faux, parce qu'on avait quand même une vision aristotélicienne du monde, avec la sphère des fixes qui ne correspond pas à la réalité. Donc en fait, quel est le texte que vous prenez? Est-ce que vous prenez vraiment un contemporain, ou est-ce que vous prenez entre guillemets un scientifique de l'époque qui va faire des calculs qui en fait sont dans certains cas erronés? Il faut bien prendre le matériau. On a le Coran et on a le hadith, la science du hadith qui repose sur le témoignage multiple. Donc on a le témoignage multiple. Est-ce que c'est une source valable, ça? Là oui, puisque le Coran est historique et enfin on voit bien à quel moment c'est. Et les gens autour du prophète se sont dit mais c'est bizarre, même le soleil marque le deuil. Oui, exactement. C'est mis en colère. Il aura dit non, ce n'est pas, il ne marque aucun deuil. C'est simplement un événement naturel. Oui. Mais le problème, c'est que des éclipses, il y en a quand même assez souvent. C'est pas comme le passage d'une comète qui se passe. Oui. Une question donc pour les récentistes. Est-ce que les récentistes ont montré des décalages donc, entre les différentes chronologies? Parce qu'effectivement, qu'elles soient modifiées, un peu bricolées en Europe, ok, mais pas sur la planète entière. Alors, je vais vous donner un exemple pour mieux me faire comprendre. Je crois, je ne suis pas sûr des dates, vous me corrigerez, que le calendrier musulman commence en 632, je crois, de notre ère. Notre bataille de Poitiers en 732 d'une autre. Donc, dans les calendriers, dans les textes musulmans, on doit trouver cette bataille en l'an 100. Et ensuite, il n'y a pas de décalage dans la durée. Par exemple, après le voyage de Marco Polo doit être daté exactement chez nous. En Chine, on doit le retrouver. Est-ce qu'il s'est passé la même durée sur leur calendrier que sur le nôtre? Donc si on peut trouver effectivement des décalages, que les musulmans
disent que la bataille de Poitiers a eu lieu en 150 de l'horaire, il y aurait effectivement un décalage de 50 ans qui aurait donc quelque chose de faux. Une des deux dates serait fausse. Et est-ce que les récentistes donc peuvent montrer plusieurs, il doit y en avoir beaucoup, décalages donc entre ces différentes chronologies qui n'ont pas pu être toutes modifiées, chronologie américaine, africaine, asiatique, etc., etc. Moi, si vous voulez, pour répondre à ces questions, à mon avis, il faut voir les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que, comment dire, les événements se sont passés et on les place à des dates particulières. Et si effectivement, dans telle civilisation ou telle autre civilisation, on peut retrouver le même événement... Ouais, des événements communs, oui, je comprends bien. Ouais. Bon, sur l'islam, etc., ça je ne saurais pas répondre, mais il faut savoir effectivement que les récentistes vont quand même remettre beaucoup de choses en question concernant l'origine de l'islam, l'origine du christianisme, l'origine du judaïsme. Ils ont des choses intéressantes à dire sur ces fameux khazars qu'on ne sait pas très bien d'où ils sortent, etc. Tout ça est très intéressant, mais là, je n'ai pas creusé cet aspect des choses. Si vous me parlez de la Chine, par exemple, moi, tel que je vois les choses, les récentistes disent en réalité la Chine, comme l'Inde, comme le Japon, comme beaucoup de pays, n'avaient pas véritablement de chronologie longue. Ils avaient des chroniques dynastiques. L'idée que les jésuites ont comploté sur ordre du pape pour modifier leur chronologie, c'est pas du tout comme ça c'est pas ça que disent les récentistes. Simplement, les récentistes disent les jésuites à un certain moment ont acquis une influence culturelle colossale dans différents pays. Il faut imaginer qu'un pays est toujours flatté, une civilisation est toujours flattée d'être vieillie. Si aux Chinois, les jésuites disent, vous savez, votre civilisation, elle est beaucoup plus ancienne que vous pensiez, et si, elle a 1000 ans de plus. Je veux dire, je vois pas très bien quelle objection vont porter les Chinois. Il faut imaginer des choses comme ça. Ils ont rallongé. Si on leur avait dit, dites donc, vous exagérez, vous dites que vous avez 3000 ans, en réalité vous en avez que 1000 ans, je pense que là, ça serait pas passé. Mais dans l'autre sens, ça passe très bien. Puisque c'est ce qu'a fait Rome, c'est ce que font toutes les civilisations, elles aiment bien se vieillir. Donc, ça pose pas de gros problèmes et il n'y a pas besoin d'imaginer un complot pour de la papauté pour expliquer. Et les jésuites probablement n'étaient pas des menteurs. Il ne faut pas faire de procès d'intention aux gens. Ils étaient convaincus de leur propre travail. C'est beaucoup plus des erreurs que des complots et des fraudes, tout ça. Hein. Moi, je réfute le postulat de départ. Je vois pas en quoi c'est flatteur pour une civilisation de se rallonger dans le temps. Je veux dire, et puis je vois pas en quoi les Chinois auraient été d'accord pour que les jésuites leur disent, vous savez, vous avez mal fait depuis le début. Nous, on va vous dire la vérité. Enfin, je veux dire, c'est un postulat de départ. Tout le monde est toujours content de se rallonger. Bah non, il y a la vérité. Enfin, je veux dire, là, demain, il y a des gens qui débarquent et qui disent, vous savez, en fait, le Christ, il est pas mort il y a 2000 ans, mais il y a 2500 ou 2800 ans. Je pense pas qu'on soit content. Puis si on va voir les musulmans et on leur dit, non, mais en fait, le prophète, du coup, comme on décale tout, la civilisation musulmane est encore plus longue. Oui, ils ne sont pas d'accord. Surtout, tout ce qui touche le sacré, dans toutes les civilisations, quel que soit le sacré, les gens sont en général pas très contents qu'on y touche. Hein. En général, alors s'il y a eu une erreur, il y a un moment, elle peut s'être fixée, et justement, c'est très très compliqué ensuite d'aller toucher ce qui concerne les textes sacrés. Et je vois pas les Chinois être flattés que des jésuites qui portaient pas forcément dans leur cœur leur disent les mecs, vous avez rien compris, en fait vous êtes beaucoup plus vieux que ce qu'on pense. Moi je pense que ce postulat de départ est complètement vu de l'esprit. Admettons, il reste le fait que les Chinois n'avaient pas de chronologie, tout simplement. On leur a pas détruit leur chronologie pour la remplacer par une autre. On leur a simplement dit, voilà notre chronologie, comment vous vous adaptez à ça, et ils s'y sont adaptés. Qui c'est qui a dit que les Chinois n'avaient pas de chronologie? Mais tout simplement parce que avant l'invention du papier, on n'écrivait pas les choses comme ça, et je veux dire, il faut aussi comprendre qu'avant qu'on ait une civilisation de l'écrit avec du papier ou avec quelque chose, un support qui permet quand même d'écrire des choses, la mémoire ne fonctionne pas de manière numérique, tout simplement comme ça. C'est un fait, je pense qu'il faudrait vérifier, on peut le contester, il faudrait le vérifier, mais moi je pense que c'est raisonnable de dire que ni l'Inde ni la Chine, alors en Inde c'est certainement beaucoup plus facilement vérifiable,
il y avait tout simplement pas d'histoire chronologique comme ça, posée sur une... Il n'y avait pas de chronologie, c'est une invention de la Renaissance. Il y avait des dynasties qui se suivaient, et donc on faisait des histoires dynastiques. Par exemple, en Égypte, pour l'Égypte, on le sait très bien, aujourd'hui les égyptologues sont en train de réduire la chronologie de l'Égypte de manière considérable. On sait très bien que la chronologie de l'Égypte, elle est artificiellement bâtie sur des chroniques qui n'ont tout simplement pas de date. Donc, pour la plupart des civilisations, il faut creuser cette question, mais je pense que ça pose pas de grosses difficultés de répondre à cette objection, comme quoi, si la chronologie occidentale était fausse, toutes les chronologies auraient fait les mêmes erreurs. C'est pas une objection qui me paraît insurmontable, même difficile à surmonter. Mettons que la chronologie égyptienne, parce que j'en sais rien du tout, soit fausse, ça prouve pas que toutes les chronologies du monde sont fausses. Je veux dire, un faux, c'est un faux. Il n'y a pas de chronologie du monde, il n'y a que la chronologie occidentale qui a fini par s'imposer au monde entier, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il n'y a pas de chronologie. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Non, il y a des endroits du monde où on ne compte pas après Jésus-Christ. Hein. Non, et alors attendez, qu'est-ce qu'on fait de la chronologie? Parce que selon les Juifs, et ça a été repris par les francs-maçons, on est en 5000, je sais pas combien. Parce qu'eux, ils ont une chronologie qui est antérieure à la chronologie nôtre. biblique, alors vaut mieux pas en parler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment quand on est au moment de l'Hégire, les Juifs le notent avec on est en 4000 et des balais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ensuite, ça ne bouge pas. Qu'ils aient pas 5000 ans, c'est une chose, mais à partir du moment où ils ont pris ce calendrier-là, il faudrait voir à quel moment c'était, je ne suis pas spécialiste. Ensuite, on peut mettre évidemment des événements et voir le calendrier musulman, calendrier chronologie musulmane, chronologie juive et chrétienne. Et apparemment, jusqu'à présent, tous les historiens qui ont travaillé dessus et qui compulsent ce matériau, et en plus, quand je dis historien, vous avez plein de personnes qui ne sont jamais passées par les fourches codines de la faculté. C'est une recherche où il y a plein de passionnés et de gens qui cherchent. Et d'un coup, il y a Fomenko qui découvre tout seul que, en fait, tout ça, c'est du mensonge et personne s'en est jamais aperçu. Comme je l'ai dit, le récentisme est quelque chose qu'on peut faire remonter à un siècle si on inclut tous les gens qui travaillent sur le raccourcissement de toutes les chronologies. On a des centaines de personnes. C'est des problèmes qui se posent depuis très longtemps, simplement qu'on arrive, et comme je l'ai dit aussi au départ, il ne faut pas se braquer sur la chronologie. Le récentisme, c'est simplement des gens qui observent qu'il y a une saturation de problèmes et qui essayent de trouver une solution et qui finalement proposent comme solution de modifier la chronologie. Ce n'est pas un postulat, modifier la chronologie, c'est simplement une manière d'essayer de régler un certain nombre de problèmes. Après, il faut voir si ça marche. Ça pose des tas de problèmes, ça pose d'autres questions. Plus on avance, plus on a de réponses et plus on a de questions. C'est une démarche complexe. Encore une fois, on peut caricaturer pour clore le débat, mais moi je suis venu pour dire c'est un travail sérieux, avec des gens sérieux, qu'il faut lire et pas se contenter de reprendre. Pour l'instant, moi j'ai fait quand même l'effort non seulement de lire tout ce que je pouvais et de voir tout ce que je pouvais sur les récentismes, ce qui est quand même important, il y a quand même du boulot, hein. Mais j'ai aussi lu les critiques, hein. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver de critiques. Et franchement, je n'ai pas trouvé de critiques constructives, intéressantes, je n'ai trouvé que de la caricature, je n'ai trouvé aucune critique susceptible de modifier le point de vue de quelqu'un qui a vraiment bossé. J'ai trouvé des critiques qui sont faites pour décourager les gens d'étudier ça. Alors pour ça, c'est facile, on caricature, alors là les gens après ils disent bon, c'est même pas la peine que j'aille voir. Donc j'ai trouvé des critiques qui sont effectivement faites pour décourager les gens de poursuivre ce questionnement. J'ai trouvé aucune critique vraiment approfondie qui répond sur des points précis, Fomenko. Non, donc c'est ça qui est. Donc je continue à chercher. Mais j'ai pas l'intention d'écrire un bouquin là-dessus. Je trouve qu'il y a d'autres problèmes plus importants. Mais pas de panique. Si vous n'aimez pas le récentisme, intéressez-vous à autre chose. N'ayez pas d'inquiétude. Je pense que les récentistes ne sont pas une menace encore pour les historiens. Donc voilà. Une menace pour la vérité, ça me paraît être assez important pour dénoncer. Mon point de vue, il est très clair. Ces gens-là mentent. Ils sont pas honnêtes. C'est tout. Après, ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils s'amusent, est-ce qu'il y a des buts cachés derrière, j'en sais rien. Je pense qu'il est aussi important de se poser la question, quand
quand on étudie ce sujet, de se demander à quoi sert l'histoire, pourquoi on fait de l'histoire, comment on fait de l'histoire, dans quel contexte, à quoi ça sert. Pour replacer ça dans le paradigme, enfin dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'en fait de documents, par exemple, on a le passeport de Mohamed Atta pour le 11 septembre. Voilà le genre de document qu'on a aujourd'hui. Et par exemple, pour la Seconde Guerre mondiale, quand on n'a pas de documents et qu'on ne retrouve pas de documents sur des choses qui font de toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et toute l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, et par exemple, quand on ne trouve pas de documents, les Allemands, ils conçoivent les choses par télépathie parce que c'est un peuple, on invente des choses pas possibles. C'est comment dire je me suis perdu. Non, mais c'est tout à fait, c'est ce que je disais au début. C'est pour ça que c'est intéressant. Qu'est-ce que l'histoire? À quoi sert-elle? Comment se fabrique l'histoire, comment le vainqueur fabrique l'histoire, efface des choses, construit, invente d'autres choses. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est pas nouveau. Et ouais, moi je suis d'accord avec cet aspect des choses. Surtout sur certains sujets. Donc, par exemple, pour le 11 septembre, c'est peut-être un peu frais, mais sur la Seconde Guerre mondiale, on a des dizaines, des centaines, des milliers d'historiens qui sont honnêtes, donc je ne remets pas en cause l'honnêteté, mais qui nous racontent des choses qui ne tiennent pas la route. Ils vont en prison s'ils vous disent l'inverse, en fait. Donc, vous pouvez quand même les... Oui, mais alors attendez, parce que moi, je rejoins totalement votre vision de la manière dont se sont passées les choses. D'accord? Mais c'est pas ça que font les récentistes. Les récentistes disent, on n'a pas de traces, on a peu de traces, on comprend pas. Alors du coup, ces périodes-là n'ont pas existé. Le 11 septembre, il y a bien 2 tours qui sont tombées. Mais non. Est-ce que le 11 septembre, il y a 2 tours qui sont tombées? Oui. 3, oui. Officiellement, il y a 2 tours, oui, tout à fait. Non. Il y a bien 3 tours qui sont tombées. On a bien vu à la télévision 2 tours qui s'effondrent, et puis ensuite il y a eu la tour numéro 7. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a bien existé. Alors après, on va vous mentir pour savoir qui, quand, comment, dans quelle optique. Et là, Monsieur Guyeno a fait le travail. Il n'y a pas de problème. Mais en remettant la chronologie, on fait que si à partir du moment c'est quelque chose dont, en fait, il faut pouvoir aussi dire, l'historien, il peut dire, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais c'est pas pour ça qu'elle n'a pas existé. Enfin, vous imaginez le syllogisme que c'est? Pour de telle année à telle année, on n'a pas de documents, donc du coup, on est passé directement de telle date à telle date. Excusez-moi, on n'a qu'à dire que pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Il y a une espèce de côté, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc ça n'a pas existé, ou donc on est passé directement de telle date à telle date. C'est un peu bizarre comme manière mais de encore penser. une fois, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. On ne fait pas des trous, avec des coups de ciseaux dans la on règle des problèmes en déplaçant des choses. Donc il ne faut pas se braquer sur la chronologie. La chronologie, c'est pas par là qu'il faut prendre les choses. Il y a des tas de problèmes de datation. Et évidemment que l'année 1274 a existé. Et avant, il y avait l'année 1273. Personne ne conteste ça, simplement. Bon, bah si. Non, les non, récentistes. mais non, justement, évidemment que non. Simplement, ce qui se passait là, c'est peut-être pas ce qu'on nous a dit. Et ce qu'on nous dit, alors là, on est d'accord. Ce qui s'est passé là, c'est peut-être passé après. Donc il faut pas, parce que sinon effectivement le récentisme fait peur parce qu'on dit arrêtez de dire qu'on se braque ou arrêtez de dire qu'on fait peur. On discute là. Vous êtes en train de dire que le débat il est épidermique. Je ne me braque pas ou je ne suis pas sur ceci ou sur cela ou quoi au caisse. On donne des faits. Il ne nous reste plus qu'à remercier nos 2 conférenciers pour leur présence et pour leur implication. Je remercie également le public qui est venu assister à cette conférence qui sera diffusée donc sur le site d'Égalité et Réconciliation très prochainement. Je n'ose vous proposer un mot de la fin. Moi, je dirais juste merci de votre invitation et puis qui m'a motivé à faire des recherches qui m'ont passionné. Donc, je suis très reconnaissant de votre invitation qui m'a mis au défi
de me plonger dans cette recherche et qui me passionne, que je trouve très intéressante. Voilà, merci beaucoup. Et, je suis très contente que Égalité et Réconciliation organise un débat contradictoire, parce que je crois que c'était la première fois qu'on le faisait, puisque jusque-là, il y avait des conférences de gens qui étaient plus ou moins d'accord et qui apportaient un aspect, et je pense que c'est intéressant d'avoir un débat contradictoire et de continuer à pouvoir débattre, comme dirait Jean-François Kahn, c'est-à-dire que les gens qui peuvent débattre, qui ne sont pas d'accord et qui continuent quand même à avancer ensemble, c'est nous et c'est pas eux.